Bonjour, bonjour, bienvenue sur le salon Batimat 2022 et bienvenue pour la première émission que nous organisons avec Construction 21. On va s'intéresser au carbone et on va s'intéresser au carbone sous le biais du réemploi avec nos trois invités. Avec moi Christophe Rodriguez, bonjour. Bonjour. Christophe Rodriguez, vous êtes directeur adjoint de l'IFEB. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'IFPEB, c'est l'Institut français pour la performance du bâtiment. Nous sommes une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier sur l'ensemble de la chaîne de valeur, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, industrielle, qui ont décidé de réunir leurs forces, leurs compétences, leur expertise pour accélérer la transition environnementale. Dans le secteur immobilier, de toute la chaîne du bâtiment, si j'ai bien compris. Toute la chaîne du bâtiment, toute la chaîne de valeur, offre et demande, on aura l'occasion d'en rediscuter, donc des offreurs et puis des gens qui passent des commandes aussi. À côté de vous, Laetitia Bellaube. Excusez-moi. Vous êtes responsable bas carbone et économie circulaire chez Artelia. Bonjour. Bonjour. Du coup, oui, Artelia, c'est une ingénierie internationale indépendante du BTP qui travaille sur tous les segments, on va dire au sens large, le métier multidisciplinaire du bâtiment au génie civil, l'eau, la mobilité. Moi, je travaille plus particulièrement dans une section qui s'appelle bâtiment durable, aujourd'hui transition performance environnementale. Et on accompagne le groupe et nos projets, nos clients dans la mise en place de démarches, de concepts environnementaux, bas carbone, énergétiques et économie circulaire sur les projets. Voilà, et c'est ce qu'on va aller chercher avec vous sur le réemploi. À côté de vous, Pierre-Yves Legrand, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves Legrand, vous êtes directeur de Novabuild. Novabuild, c'est le cluster de l'éco-construction en Pays de la Loire. Alors nous, on réutilise le mot cluster parce que ça a été beaucoup utilisé pendant la pandémie. Pendant le foyer. Voilà, donc nous, on diffuse le virus de construire autrement. Donc ici, on est dans le temple de la construction classique, ici à Batimat. Et donc notre objectif, c'est de préparer 2030. De construire décarboné, de construire avec de l'adaptation au changement climatique. Et puis moi, je suis très content d'être dans ce tour de table parce que j'ai à la fois un adhérent, Artelia, et un partenaire, l'IFPEB. Voilà. Donc on va voir comment... Mais ce qui m'inquiète, c'est comment on construit en 2030 et pas aujourd'hui alors ? On peut construire dès maintenant comme en 2030. C'est un bel enjeu. Christophe Rodriguez, sur le réemploi, je vais vous demander de nous planter le décor. Ok. Alors, déjà pour planter le décor, si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, mais très brièvement, on se rend compte qu'en fait, ça va faire à peu près 40-50 ans, après le second choc pétrolier, on a pris conscience que l'énergie n'était pas infinie. Et donc, s'en est suivi une énorme chasse au moindre kilowattheure. Fameuse chasse au gaspillage à l'époque. Enfin, en tout cas, on a commencé lourdement à travailler sur les enjeux d'efficacité énergétique. Ça fait 40-50 ans qu'on y travaille. Et en fait, quand on regarde derrière nous, c'est succédé un certain nombre de générations de réglementation thermique. Et aujourd'hui, on s'est construit un socle de pensée. Par exemple, on sait tous que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Je pense que tout le monde a pensé la fin de ma phrase. Voilà, parce que ça fait 50 ans qu'on y travaille. Ça fait 50 ans qu'on le dit. Ça fait 50 ans. Bon. Et là, on est en train de vivre une période de l'histoire du secteur du bâtiment qui est tout à fait passionnante, qui peut être inquiétante pour certains et puis au contraire réjouir des opportunités pour d'autres, puisqu'on vit à la fois une crise énergétique et en même temps, il ne vous aura pas échappé qu'on avait vécu aussi une pénurie des matériaux. Et donc on a une nouvelle quête qui est la quête du carbone. On regardait l'énergie, maintenant on regarde le carbone. Alors pour l'énergie, c'est assez simple. Les gens savent que quand on consomme de l'énergie, en fonction du type d'énergie, du type de solution, ça va générer du carbone. Mais on s'est aussi tous aperçus que les matériaux qui arrivent sur le terrain, ils viennent parfois de sites de production où il y a une cheminée. Donc eux aussi, ils sont susceptibles d'être générateurs de carbone, de gaz à effet de serre. Donc on a un nouveau challenge. Ça fait 40-50 ans qu'on s'est construit un socle sur l'efficacité énergétique. Et là maintenant, on va vouloir travailler le carbone. Et on va par exemple devoir répondre à une question. À votre avis, quel est le meilleur matériau ? Est-ce que ce ne serait pas comme pour l'énergie, celui qu'on n'utilise pas ? Qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire d'abord l'économie de matière. Voilà. Et c'est ça le réemploi de matériaux. Et c'est tout l'enjeu, tout le challenge qui s'offre à nous. Alors, une bonne nouvelle, c'est que comme souvent... attendez, on va vous passer un autre micro et vous pouvez poser celui-ci. On l'avait anticipé. On avait un peu anticipé, allez-y. Alors, une bonne nouvelle, comme souvent la réglementation suit des consensus sociétaux
Et aujourd'hui, on voit émerger des objectifs de réemploi un peu partout, que ce soit à l'échelle européenne. On peut citer par exemple la taxonomie européenne. L'Europe s'est donné pour objectif de flécher les investissements verts. Et on commence à voir apparaître des objectifs où on parle par exemple d'avoir 15% de réemploi et de réutilisation dans les bâtiments. Et en France, c'est pareil, fleurissent tout un tas d'objectifs ou d'incitations réglementaires pour faire du réemploi. On peut citer deux choses. Un, la réglementation environnementale 2020, qui concerne exclusivement les bâtiments neufs et qui donne des objectifs progressifs de décarbonation avec des incitations à faire du réemploi. En l'occurrence, quand on fait du réemploi de matériaux, c'est zéro en carbone. Et on peut aussi citer la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, la loi AGEC, qui va créer début 2023, au 1er janvier 2023, des éco-organismes. Concrètement, quand vous achèterez un matériau, il y aura une écotaxe. Et cette écotaxe, ça va venir financer des éco-organismes qui sont des espèces d'associations qui vont tout faire pour favoriser au maximum l'économie circulaire, dont le réemploi de matériaux. Le réemploi est intégré complètement dans l'économie circulaire. Sur ce décor, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, il est assez complet. Après, il y a tous les labels déjà existants qui nous permettent d'expérimenter et de commencer à mesurer, et qui nous a permis aussi de comprendre ce qui allait se passer en RE 2020, donc comme le BBCA et E+C-. Voilà, ça fait déjà un moment, ça fait 5 ans, le BBCA, voilà, qu'on travaille sur la question et qu'on intègre le réemploi. Et vous-même, chez Artelia, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, à travers ces labels-là, le réemploi est devenu le levier souvent qui permettait de sécuriser et se donner la marge en fait sur les projets. Pierre-Yves ? Et ce qui peut être intéressant de dire, c'est qu'il y a un gisement. Parce qu'on pourrait dire c'est une nouvelle voie, mais c'est marginal. Non, c'est pas marginal. La déconstruction au quotidien, notre secteur est le premier producteur en poids de déchets. Alors, si on les transforme en produits, ce ne sont plus des déchets, mais le gisement est là. Et c'est intéressant après, dans les territoires, par exemple en Pays de la Loire, il y a des études qui sont faites. Il y a une étude qui a été commanditée par le conseil régional, une étude active. Donc régulièrement, on va réinterroger les maîtres d'ouvrage publics et les maîtres d'ouvrage privés sur les projets de déconstruction qu'ils ont pour pouvoir repérer en continu le gisement. Et donc le gisement est là. Et maintenant, la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des acteurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'agir? Donc on a le cadre réglementaire, on a le gisement. Et maintenant... Il faut avoir envie. Alors je vous la pose cette question. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que les acteurs de l'immobilier, les promoteurs, les architectes, les entreprises ont envie de réemployer? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez? Alors nous, en tant que pas du tout maîtrise d'œuvre, enfin si maîtrise d'œuvre, mais on le voit apparaître d'un point de vue très concret sur les consultations, les concours, les appels à projets. C'est écrit. C'est écrit. On a des objectifs, des seuils, il faut les atteindre. Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément de malus ou de bonus par rapport à ça, mais c'est incitatif. Après, il y a d'autres dynamiques qui sont arrivées. Alors je vais peut-être plus laisser parler. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'ils ont envie? Oui, nous on voit que l'envie est là, et c'est aussi ce que tu dis. L'envie est là, mais c'est dur. Pour accompagner le sujet de l'envie, nous on peut citer une initiative collective qui a été lancée il y a 2 ans, dont on est partenaire, qui s'appelle le Booster du réemploi. Le Booster du réemploi, c'est une association de 40 maîtres d'ouvrage et tout un écosystème de partenaires. Artelia est partenaire, on a aussi des sociétés qui facilitent en fait la mise en œuvre du réemploi, qui s'associent. Et aujourd'hui, on a plus de 200 projets, neufs, rénovation, logement collectif, bureaux, où on a des gens qui, dans la vraie vie, font du réemploi sur le terrain avec des résultats tout à fait intéressants. Et donc, moi, je voudrais pouvoir témoigner. Donc, nous, on couvre une région, les Pays de la Loire. On a lancé un groupe de travail qu'on a appelé, pour rigoler un peu, parce qu'il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Oui, il faut être drôle aussi des fois. On l'a appelé GRRR, pour groupe réemploi, réutilisation et recyclage. Voilà, ça rappelle un film. Donc, on s'est dit, on est à l'aube des temps. Et puis, en fait, c'est le groupe qui marche le mieux. On a plus de 100 personnes en permanence et ils viennent d'abord parce qu'ils ont envie et ils veulent maintenant savoir comment faire. Et donc on est dans le concret, beaucoup plus d'initiatives de maîtres d'ouvrage privés. Je ne pense pas qu'il y ait moins de gens dans le public qui veuillent le faire, mais la réglementation... C'est peut-être un peu plus complexe. Ne facilite pas complètement les choses. Le privé a plus de facilité de le mettre en œuvre et on a, mais sur le territoire, plein de petits... Pas encore de grands projets, mais plein de projets qui émergent. Vous vouliez ajouter quelque chose? Le booster du réemploi, en tout cas, nous, on a vu l'avant-après en 2 ans. Les maîtrises d'ouvrage qui n'étaient pas forcément motrices nous ont toutes depuis demandé, dans le cadre du booster, en tout cas de réfléchir, ne serait-ce que même à un gisement. Mais déjà, on est passé
aucune réflexion à un gisement qui a soulevé plein de sujets techniques, assurantiels, garanties, tout ce qu'on connaît, mais qui aujourd'hui commence à être traité. Et je reviens juste sur les maîtrises d'ouvrage publiques, on le voit quand même aussi beaucoup, il y a beaucoup d'incitations. Certaines maîtrises d'ouvrage en Ile-de-France ont des chartes économie circulaire qui sont très incitatives. Donc on se retrouve à avoir des promoteurs qui se sentent pas obligés, mais en tout cas ils ont l'obligation et ils sont inspirés, oui c'est ça, et on voit des super résultats en fait. Imposer 1% de fourniture de réemploi dans un marché de travaux, quand on parle de millions d'euros, c'est des centaines de milliers d'euros, il faut le faire. Donc on voit des choses comme ça apparaître. Et on a aussi d'autres maîtrises d'ouvrage publiques qui quand même se posent la question, parce qu'on voit beaucoup d'appels d'offres publics sortir sur l'économie circulaire, le métabolisme urbain, et comment concevoir des plateformes qui sont après en fait des relais du coup pour avoir ces gisements. C'est de moins en moins anecdotique. C'est-à-dire qu'on va plus aller réemployer le matériau ancien, la vieille tomate qu'on va aller remettre. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus général et qui est moins anecdotique et qui porte sur des produits industrialisés qu'on va démonter et qu'on va reposer. Alors du coup, nous, ce qu'on voit apparaître, c'est il y a 2 ans et encore un peu aujourd'hui, l'application du réemploi sur les choses dites un peu invisibles, les faux planchers, chemins de câble. Et on voit de plus en plus en fait, les choses s'élargir, on cherche à les rendre visibles. On est en train de voir cette bascule où en fait, du coup, avant, on mesurait l'économie circulaire à quelques intentions qui étaient dans tous les cas à mettre en avant et très importantes, qui pesaient peu en carbone, à des choses qui aujourd'hui nous demandent beaucoup plus de réflexion, on nous demande de nous challenger aussi, de challenger les projets, les architectes, les équipes de maîtriseurs sur le fait de prévoir plus de réemploi pour que les seuils carbone soient de plus en plus intéressants. On va revenir au seuil carbone après. Allez-y. Non, je voulais juste compléter, je partage totalement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand on fait la liste des freins sur le réemploi, il y en a plusieurs. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui nous inquiètent, c'est-à-dire qu'il y a le bon vieux coup de l'assurabilité, mais en fait, comme toujours, on se rend compte que quand on va dans le détail, il y a plein de choses qui sont faciles à mettre en œuvre tout de suite maintenant, puis des trucs incroyablement durs qu'on mettra en œuvre horizon 2028, 2030, etc. Un truc facile, un truc dur. Alors, un truc très facile, par exemple, tout à l'heure on parlait effectivement de ce qui ne se voit pas et ce qui est démontable. Donc par exemple les faux planchers, c'est très facile, il y a des sociétés qui ont vraiment industrialisé le réemploi de faux planchers, les revêtements de sol, les cloisons lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité incendie. Donc on a un certain nombre de flux sur lesquels c'est assez facile, ou le mobilier par exemple, qui n'est pas forcément toujours compté, mais le mobilier aussi c'est assez facile, il y a plein de choses faisables. Non, en fait l'enjeu c'est vraiment la désirabilité, c'est-à-dire en gros est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de se dire qu'on a un matériau qui a une seconde vie, qui trouve une nouvelle vie. C'est ça la grande question qu'il faut se poser, sachant que j'insiste sur le fait que, tout à l'heure, Pierre-Yves, tu l'as dit, le secteur du bâtiment est l'un des premiers émetteurs de déchets. Et nous, quand on regarde le second œuvre, par exemple, dans les pratiques courantes, on passe notre temps à remplir des bennes de second œuvre quasi neufs. Donc il y a cet enjeu de désirabilité, mais le mieux étant l'ennemi du bien, il y a déjà pas mal de choses qui sont quasi neuves qu'on pourrait peut-être employer facilement. Plus facilement encore. Et là, on touche une question de culture. Tous les jours, la publicité nous donne envie d'acheter du neuf. Moi, j'ai rarement vu des publicités qui me donnent envie d'acheter un vieux truc. C'est assez rare, effectivement. Donc, on est dans une culture où, à part le patrimoine, qui est vraiment valorisé, le reste, tout ce qui est ancien et qui n'est pas patrimonial, moi je l'ai encore entendu de la part de conseillers municipaux qui se posaient la question de construire une école maternelle à 500 mètres de l'ancienne école. Et moi je disais mais pourquoi ? Et ils me disaient mais c'est mieux parce que ce sera neuf. Et donc ça, ce point-là, c'est quand même un point dur dans les mentalités sur lesquelles on va devoir travailler. Ça, c'est la culture du neuf. C'est-à-dire que c'est mieux, parce que c'est neuf, c'est beau, puis j'ai été élu, il faut que ça se voit quand même. Si je me mets à réemployer un bardage ou une tuile, c'est pas terrible quand même. Il y a aussi l'exemple de lycées qui récupèrent des magnifiques lavabos années 60, là, ces grands lavabos, et qui doivent créer un style vintage dans les toilettes pour dire waouh! Ah ouais, ce sont des toilettes vintage, donc c'est beaucoup mieux que le neuf. Donc, et les gens pourraient même croire que c'est des faux lavabos anciens. Et alors là, c'est des lavabos neufs dans un style ancien. Mais en fait, ils sont... Donc là, bon, on tient... Oui, non, mais je vois bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner envie puis créer un effet waouh. Bon, exactement. Dire, voilà, c'est quand même pas mal de réutiliser. Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu de société. C'est un enjeu pour nous tous d'essayer de valoriser notre patrimoine, en fait. Parce que c'est une question patrimoniale et une question de... on est dans le siècle du carbone, mais on est aussi dans le siècle de l'épuisement des ressources. Et les gens le savent depuis la montée des prix. Certains peuvent penser que c'est conjoncturel. On a eu cette période de montée des prix après le Covid. Bon, on peut penser que ça redescendra. Nous, on peut le dire tranquillement.
Non, ça ne redescendra jamais. Parce que la tension sur les matériaux va être croissante tout au long du siècle. Donc si on ne travaille pas à un moment ou à un autre sur le réemploi, Sur le réemploi, ça ne marchera pas. ça ne marchera pas. Sur ces questions d'envie et puis je sais pas, j'imagine que vous travaillez avec des architectes, des maîtres d'ouvrage. Un architecte, il a envie quand même d'aller chercher la matière, d'aller la choisir, de se dire, voilà, et de lui dire, vous allez remettre une moquette, vous allez remettre... comment ça se passe dans la vraie vie? Moi, je veux savoir. Nous, c'est des choses qu'on aborde dès le début des projets, où on monte en fait des ateliers de co-conception, co-création en fait avec les équipes de maîtrise d'œuvre, architectes et maîtrise d'ouvrage. C'est souvent très intéressant quand on le fait sur des opérations de rénovation parce qu'on a la matière sur le site et à partir au fait d'outils typiquement alors diagnostic ressources qui existait déjà, mais la loi AGEC a imposé le PEMD qui du coup est quelque chose maintenant qu'on va retrouver systématiquement. PEMD rapidement. Un diagnostic de produits, équipements, matériaux, déchets, qui est l'évolution du diagnostic déchets qui est obligatoire pour les bâtiments supérieurs à 1000 m² où on venait faire une opération. Là, on impose le volet ressources, donc en fait, avec une vision claire du gisement existant et son potentiel en fait, d'allongement en fait, de durée de vie. De durée de vie du produit, et le remettre. Mais moi, en tant que journaliste, Oui. je reçois beaucoup de dossiers de presse. Et quand il y a du réemploi, on nous le met tout de suite en avant. Mais on nous le met en avant sur une brique, sur quelque chose qui, comme vous disiez, hein, les toilettes un peu vintage. C'est pas que ça, le réemploi. Non, c'est pas que ça. C'est vraiment accompagner ces équipes en fait, de concepteurs à comprendre la matière et voir ce qu'elle peut devenir. Elle peut aussi changer d'usage. Nous, on est là pour leur donner des idées, des illustrations de ce que peut être un nouvel usage et peut être transformé. De la pierre peut devenir autre chose, transformée en carrelage, en plein d'autres éléments. Et du coup, nous, notre enjeu, c'est vraiment d'amener les architectes à avoir ce déclic, qui s'approprient le sujet, parce que nous, après, on ne va pas concevoir à leur place. On est juste là pour leur donner les exemples de tout ce qui peut se faire. D'un point de vue technique, comment on peut les aider à prescrire, à sécuriser une donnée, un gisement, à le décrire et aussi à le présenter à une maîtrise d'ouvrage pour qu'elle ait envie. Pour lui montrer la valeur. Voilà, lui montrer la valeur esthétique, la valeur carbone, la valeur logistique aussi. Ça peut être aussi des solutions par rapport à... En effet, on parlait de l'appauvrissement des ressources, mais du coup, les ressources, on l'a souvent en fait sur place. Donc en fait, on apporte pas mal de solutions techniques, sécurisation logistique, carbone. On coche toutes les cases avec le réemploi, et notamment si on réutilise sur place. Est-ce qu'on a calculé un jour, est-ce qu'on sait ce que ça représente dans une opération le poids carbone du réemploi? Comment on intègre? Parce que pour les produits neufs, on a une FDES, mais comment ça se passe avec le réemploi? Qui veut répondre? Alors tout à l'heure, ça a été évoqué, le réemploi aujourd'hui, en tout cas on le mesure à 0 dans une ACV, donc on analyse un cycle de vie. Donc on est à 0. On est à 0. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'incitation qui est proposée pour venir mettre du réemploi dans les projets. On est à 0, en tout cas, on a la possibilité de compter à 0 un élément en réemploi. Ce qui est en tout cas très incitatif. Mais même si on parle de 1 ou 2 gisements, ce qu'ils ont mesuré à peu près jusqu'à aujourd'hui, on était sur des choses autour de 10, 15 kg équivalent CO2 par mètre carré de SDP. Ce qui n'est pas négligeable, mais aujourd'hui, sur les dernières opérations que l'on fait, on est sur 5-6 gisements, mais qui sont en fait ceux qu'on évoque tout le temps, la moquette, les plus faciles, la moquette, le faux plancher, les peintures éventuellement, les chemins de câbles. On se retrouve à pouvoir mesurer des gains carbone qui vont de 20 à 40 kg. Mais en fait, aujourd'hui, ces 20-40 kg, ce sont les choses qui nous permettent de sécuriser des objectifs bas carbone. Par exemple, un niveau carbone 2. Carbone 2, on sait très bien le faire avec de l'éco-conception, même une structure bois, mais en fait avec très peu de marge. Donc en fait, ce sont les choses qui nous permettent de sécuriser. Si je rajoute du réemploi, je vais plus loin, j'arrive à aller plus loin de sécuriser ma démarche. C'est ce qu'on mesure aujourd'hui. Maintenant, là aussi, il y a la RE 2020 qui va amener d'autres seuils qui vont nous permettre de challenger encore plus ça, et l'éco-conception de la pousser encore plus loin, mais on sait qu'avec des seuils... Alors la RE 2020 elle va se structurer en 4 temps, là, 2022, 2025, 2028, 2031. 2022, on sait à peu près faire aujourd'hui, c'est pas pénalisant. 2025, certains projets en structure bois, béton bas carbone vont commencer à passer, et encore pas tous. Et dès qu'on va se projeter en 2028-2031, on ne saura plus faire avec nos méthodes de conception actuelles. D'accord, donc il va falloir vraiment évoluer en 5-6 ans, quoi. Tout à fait. Alors il y a l'éco-conception
qui sera dans tous les cas la porte d'entrée et le travail aussi des industriels autour de leurs matériaux et ce qu'ils vont pouvoir en faire. Mais le levier principal, ça va être l'économie circulaire qui va permettre d'aller chercher les 100, 150, voire 200 kilos en fait, nécessaires pour y arriver. Ouais, moi, un petit complément que je souhaitais faire. Les ordres de grandeur, on voit les mêmes sur le terrain. Et nous, en fait, on voit certains acteurs qui sont plutôt pionniers, volontaristes, qui se donnent l'objectif d'aller jusqu'à une centaine de kilos de CO2 par mètre carré à l'horizon 2030. Centaines de kilos mètres carrés. Pour donner une idée, un bâtiment neuf, c'est quoi? C'est à peu près 10%. C'est un 1000, bâtiment neuf, ça va être 1500. entre 700 et 1000, ça dépend 700 du et type de 1000. bâtiment. Bon, mais c'est à peu près 10%. Donc c'est pas neutre. Et moi, le deuxième point que je voulais apporter, c'est effectivement, tu as raison, il va y avoir une logique de millésime. Donc là, c'est pas du vin, c'est les millésimes carbone. C'est un moyen mémotechnique assez intéressant d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va devoir activer tous les leviers. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas de se dire est-ce qu'on fait du réemploi plutôt que. C'est plutôt de se dire quand on commence à aller à l'horizon 2028-2031, on se rend compte qu'on aura besoin de tous les leviers et on sera très heureux de compter parmi les leviers du réemploi. Voilà, et ça permettra. Et aujourd'hui, on peut faire 10%. Déjà. Aujourd'hui, c'est Si on possible. fait bien, 10%, c'est vraiment chez les meilleurs, les plus volontaristes. Ça pose des contraintes opérationnelles, etc. Voire des contraintes. On va y venir sur les contraintes. Ouais. Alors, on voit bien que si on se focalise sur la question des freins, on ne fera pas. C'est complexe. Si quelqu'un ici nous dit mais c'est plus complexe que ce qu'on fait aujourd'hui, aucun d'entre nous ne dira non, c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple, c'est plus complexe. Et en plus, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles professionnelles. Tout est à construire. Tout est à construire. Donc aujourd'hui, on a juste l'expérimentation qui va nous permettre de construire des normes. Y compris, on parlait de clauses dans les marchés publics. Même ces clauses-là, elles doivent être comparées. Nous, on travaille à imaginer des clausiers pour aider les maîtres d'ouvrage à mettre ça dans leur cahier des charges, des clausiers de telle façon que ça puisse être aussi acceptable. En fait, il faut que les professionnels qui ont envie se retrouvent et imaginent ensemble, travaillent ensemble, patouillent ensemble. On en est encore à cette étape-là. Et donc, il faut des lieux où les gens vont pouvoir se retrouver. Ça, c'est vraiment indispensable et des moments de contact. C'est pas simplement lire un article. Il faut voir ces moments-là. Ah, tu as fait ça et comment tu y es arrivé. L'autre jour, un architecte nous dit qu'il a fait 15 réserves différentes pour des menuiseries dans un projet qu'il dépose. Parce qu'il a des sections différentes pour pouvoir intégrer tout ce qui va pouvoir être intégré. Tout à l'heure, le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, nous racontait qu'à Angers, dans l'agglomération d'Angers, le projet d'Emmaüs, quand ils ont déposé le permis de construire, ils n'ont pas pu décrire à quoi ressemblerait la charpente parce qu'ils ne la connaissaient pas. Ils avaient besoin du permis de construire pour aller en recherche. Donc il y a quand même besoin de rassurer pas mal de monde autour de la table, donc notamment les gens qui instruisent les permis de construire. Ça devient compliqué quand on n'a pas les éléments sur le... Absolument. Un promoteur qui nous dit on m'a garanti un parquet d'une certaine épaisseur, mais garantir quand on est dans un produit industriel, c'est faisable. Mais en fait, au moment de la livraison, l'épaisseur était 2 fois plus importante. Alors il avait gagné, il avait là un parquet massif alors qu'on lui avait promis autre chose. Alors c'est formidable d'avoir un parquet massif, il avait une meilleure valeur. En définitive, il a été obligé de refaire tous les plans et lui, il a perdu financièrement parce qu'il a payé son architecte pour refaire la totalité des plans parce que le parquet... Il y avait 2 cm et voilà. 2 cm ça compte. Bon, ça, il faut que le promoteur raconte son histoire à d'autres pour qu'on intègre... Alors lui, il ne se fera pas avoir 2 fois, mais ceux qui vont l'entendre ne vont pas se faire avoir 2 fois non plus. On a besoin rien de mieux que le retour d'expérience. Absolument. Et d'où l'importance aussi du coup de ce qu'on expliquait, les dynamiques qui viennent en fait nous aider à avoir des outils de méthodologie, donc de closier, de retour en fait sur ce qui est possible de faire techniquement pour qu'on puisse nous sensibiliser en fait les équipes d'architectes, de structures, de façades ou autres pour pouvoir anticiper ces choses-là, voire mieux en fait les décrire pour qu'on ait un peu plus de champ de possible en fait quand on aura trouvé le gisement, parce que le gisement parfois on l'a au moment de la conception, mais avec certains formats de projet, ça marche pas. En conception, réalisation, c'est très facile en fait de commencer un peu à chercher la ressource parce qu'on a déjà l'entreprise qui est sur place. Quand on sépare les choses, il y a d'autres logiques aussi à prévoir sur comment on se fournit et comment est-ce qu'on peut garantir qu'une entreprise qui n'a pas participé à la conception puisse, elle, du coup, mettre en œuvre tout, en fait, par exemple, le problème éventuellement qu'il y a pu avoir à Angers. Enfin, le problème ou l'opportunité. Oui, donc là, on voit bien la complexité dont vous parliez tout à l'heure. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais juste dire, tout à l'heure, on a parlé de nos amis architectes où c'est vrai que
c'est quand même un projet différent hein, quand on part de matériaux disponibles et qu'il faut imaginer un projet architectural autour. Et d'ailleurs, même on s'est amusé à créer le terme sérendipité architecturale parce qu'on se rendait compte qu'à la fin, ça faisait des trucs assez géniaux, mais voilà, bon, c'est pas toujours ce qu'on avait prévu au début, quoi. Mais je voulais juste signaler aussi que c'est une rupture importante pour les maîtres d'ouvrage, parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que dans le monde du bâtiment, c'est pas exactement comme dans l'industrie, c'est-à-dire que l'achat des équipements, des matériaux, en fait, il est délégué à quelqu'un, qui le délègue à quelqu'un, qui le délègue à quelqu'un. Bon, c'est un peu une boutade, mais c'est presque ça. Et en fait, quand vous faites du réemploi, quelque part, il y a un peu une réappropriation par le maître d'ouvrage de c'est ça que je veux. Ce qui n'est pas neutre. Ce qui est pas neutre hein, pour avoir vécu beaucoup, notamment par les marchés publics, où on met des ou équivalents techniques toutes les 2 lignes dans le cahier des charges. Oui, c'est ça, Quand hein, on fait du réemploi, c'est pas ou équivalent technique. C'est je veux ça. Et donc il y a un enjeu culturel qui est pas neutre, qu'il faut avoir à l'esprit, et ça fait partie des freins. Et ça pourrait être une transition sympathique vers les Voilà, et donc, quels sont les freins s'il y en a? Je suis content parce qu'on arrive presque à la fin là, de notre échange et on n'a pas parlé des freins. On va en parler, mais on va surtout dire comment il faut les éviter. Enfin, pas les éviter, mais... Moi, j'aimerais vous parler d'un levier qui nous semble très important, c'est le lien avec l'économie sociale et solidaire. Tout à l'heure, je vous parlais d'Emmaüs à Angers, et c'est pas par hasard. Emmaüs nous disant, nous, on a un historique de plus de 50 ans de réemploi, en fait, mais pas dans le bâtiment. Et quand l'architecte est allé les voir en leur disant, mais votre bâtiment, il faut qu'il y ait du réemploi, mais forcément, ils ont accroché. Et on se rend compte que l'économie sociale et solidaire a plein de choses à nous raconter sur cette histoire-là. Et le lien, qui n'est pas habituel, pas commun, c'est un vrai levier. Et une deuxième chose que j'aimerais dire, puisqu'on s'approche plus ou moins de la conclusion, il nous faut des bâtiments démonstrateurs ambitieux qui vont très loin pour pouvoir raconter l'histoire. Il nous faut des maîtres d'ouvrage qui acceptent de prendre un peu plus de risques que les autres, pas simplement un objet, mais vraiment un ensemble d'objets pour qu'on puisse travailler dessus. Il faut du retour d'expérience pour pouvoir travailler sur ce retour d'expérience. Avec des beaux volumes. Avec des beaux volumes. Voilà, c'est pas la petite maison sur laquelle on va aller remettre une charpente ou des tuiles. Vous vouliez ajouter quelque chose et peut-être avez-vous un exemple démonstrateur à nous citer? Nous, on en a plusieurs. Hein, vous voyez, on a abandonné la question des freins. Hein. Oui, non, mais finalement, c'est pour venir un peu sur les freins. C'est que ces démonstrateurs, en fait, permettent de mettre en avant les freins, de les lever. Et sur le prochain projet, ce n'est plus un frein. Parce qu'on a appris à comprendre ce qu'était le frein. Est-ce que c'est un sujet technique? Est-ce que c'est un bureau de contrôle qui n'était pas non plus? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très, très concret pour qu'on voit bien ce que c'est que le frein et comment on arrive à le... Le frein, par exemple, c'est une charpente. Une charpente, on va venir la décrire en conception. Et puis quand on va aller sourcer, en fait, une charpente dans la réalité, l'entreprise qui va la trouver, elle ne peut pas forcément garantir que l'acier il a moins de tel âge, etc. Ça peut être ça en fait en frein. Un frein, c'est est-ce que la garantie technique de la résistance, elle est assurée, en fait, par exemple. Enfin, assurée. Oui, est-ce que je suis sûr que la poutre voilà. que je vais utiliser va tenir encore 50 ou 100 ans? Un frein, c'est aussi oui, c'est ça. Et un frein, ça peut être aussi un équipement électrique qui, sous réserve du coup de sujets de performance et de sécurité, d'incendie, etc. Un bureau de contrôle qui n'est pas forcément très moteur sur le sujet va pas vouloir requalifier, en fait, ou en tout cas autoriser un équipement électrique pour diverses raisons. Donc en fait, ça peut être un frein. Après, les leviers, ils existent, c'est savoir comment mieux sourcer l'élément, retrouver son origine, ses éléments techniques, et puis mettre en place des process pour éventuellement le requalifier. Un peu comme une machine à laver qu'on va aller réparer, remettre en état. Et éventuellement revendre. C'est le système Emmaüs. Par exemple. Une petite conclusion à chacun qui commence sur cette thématique du réemploi et surtout son impact, on va dire, dans une construction bas carbone. Ou qui devra être à plus faible impact carbone. Moi je reviens à notre petite blague GRRR. En fait, je crois que c'est notre nouvelle frontière. C'est pas le passé, c'est un futur. Et là, on est ici sur Batimat. Il n'y a pas encore de hall réemploi. On voit des négociants qui se posent la question de savoir s'il y aura 2 portes demain, une avec les matériaux neufs et une autre avec les matériaux de réemploi, et d'autres qui leur disent mais non, il n'y aura qu'une seule porte, et les gens ne feront pas la distinction entre les lavabos dont on parlait tout à l'heure et les autres. Et on va avoir tout un champ dans la décennie qui vient d'exploration, et c'est formidable, quoi.
c'est comme une nouvelle frontière. On a connu ça dans les années 60. Voilà, c'est ça, notre nouvelle frontière. On réfléchit à quelque chose de nouveau, créer des ressourceries de réemploi en gros. Alors nous, on a clairement notre rôle à jouer en tant qu'ingénierie dans le devenir en tout cas du réemploi. Dans notre rôle de conseil, d'accompagnement à la prescription, le fait de rassurer aussi de la faisabilité des maîtrises d'ouvrage et aussi des architectes sur plein de fiabilités financières, techniques, esthétiques, tout le sujet de la conception, l'accompagnement en chantier aussi. Mais nous, on est très contents de voir cette dynamique prendre vraiment son élan. Là, on voit aussi la réglementation qui va dans le bon sens. Donc ça a plein d'avenir. Et en effet, avec toutes les dynamiques aussi en place du booster, Novabuild et plein d'autres groupes de travail, en fait, ça ne va que foisonner. On va tous partager nos retours d'expérience. Et les démonstrateurs, en fait, seront vraiment les bâtiments de demain à une échéance Démontrons très qu'on proche. est capable de le faire, qu'on sait le faire, et ensuite se mettra en place, on va dire, toute la chaîne réglementaire ou normative. Tout va s'aligner. Tout va s'aligner. Vous êtes optimiste? Il faut, de toute façon. Ouais, moi je dirais juste deux choses. La première, c'est qu'on parle beaucoup du remploi comme étant une pratique nouvelle. C'est vrai, quand on prend du recul, le remploi, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que je crois qu'on est tous heureux de se dire qu'un matériau qui est quasi neuf, c'est dommage quand même qu'il finisse à la poubelle, c'est dommage qu'il finisse à la benne. Donc il y a quand même un côté bon sens paysan, je dirais presque, ou bon père, bonne mère de famille, de se dire est-ce qu'on pourrait pas trouver une seconde vie à des matériaux qui sont quasi neufs pour certains, ou en tout cas qui ont encore pas mal de choses à raconter, une belle histoire à raconter. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que ça marche tout de suite maintenant. Enfin, c'est ce qu'on a dit. Le remploi, c'est pas de la science-fiction. En fait, on a des opérations de remploi un peu partout en France qui se font. Et je pense qu'il faut apprendre deux choses. Déjà, faut pas avoir peur de l'échec. C'est pas grave si on n'y arrive pas. C'est comme ça qu'on va réussir plus vite. Enfin, je pense que c'est aussi un sujet culturel. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Et c'est pas grave non plus. Faut pas fustiger les projets qui disent voilà, j'ai fait 4 mètres carrés de moquette, j'ai fait 3 mètres carrés, etc. Et alors, c'est pas grave. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit. Les gens, ils sont heureux d'avoir fait 4 mètres carrés, 3 mètres de chemin de câble. Nous, on a vu un projet. C'est comme ça que j'apprends. Ouais, on a vu un projet dans le booster du remploi. Les gens étaient fiers et heureux d'avoir réemployé un chemin de câble. Et puis, j'entendais certains fustiger ouais, un chemin de câble, c'est rien. Bah ouais, mais en tout cas, ils savent le faire maintenant. Donc, le projet d'après, ils feront mieux. Ils le feront à chaque fois. Et je pense que c'est ça il me semble, c'est ça le message important. Ça existe déjà tout de suite maintenant. Il faut passer à l'action, quoi. Voilà, faites-le maintenant. Et même si c'est petit, vous irez plus loin après. Merci d'être venu nous parler de ce sujet du réemploi. Donc c'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur le site de notre partenaire Construction 21, ainsi que sur les sites habituels France Bois Forêt et puis les sites de notre magazine Planète Bâtiment. Merci à vous d'être venu jusque-là pour nous parler de réemploi et de low carbone. Merci.